Il y a une chose que les scientifiques savent avec certitude sur le nuage d'Oort, ils ne l'ont jamais vu. Pas une seule image. Pas un seul pixel capturé. Aucun télescope, aucune sonde, aucun instrument au monde n'a jamais observé directement cet endroit dont tout le monde parle depuis 75 ans. Et pourtant, des milliers d'articles scientifiques ont été publiés dessus, et pourtant il figure dans tous les manuels scolaires, et pourtant les astronomes t'affirment les yeux dans les yeux qu'il existe, qu'il est immense, et qu'il contient peut-être plusieurs milliers de milliards d'objets glacés flottant à la lisière de notre système solaire. Attends, tu as bien entendu, des milliers de milliards. Mais voilà le truc. Si je te demande de pointer du doigt là où il se trouve en ce moment, là à l'instant tu ne peux pas. Moi non plus. Personne dans cette pièce ne peut vraiment visualiser ce dont on parle, et c'est exactement ce problème-là que je veux régler aujourd'hui. Parce que c'est pas juste une question de distance ou de chiffres, c'est une question d'identité. Qu'est-ce que c'est vraiment le système solaire ? Où est-ce qu'il s'arrête réellement ? Et est-ce qu'il s'arrête un jour ? Je t'avertis tout de suite, quand tu auras fini cette vidéo, la notion de frontière de l'espace n'aura plus jamais le même sens pour toi. Et je te promets que l'une des choses que tu vas apprendre dans les prochaines minutes va te sembler absolument impossible jusqu'à ce que tu fasses le calcul toi-même. La plupart des gens pensent que le système solaire, ça s'arrête à peu près là où finissent les planètes, Neptune, la dernière planète vraie, comme ils disent, puis le vide, puis les étoiles. Et si tu es un peu plus calé, tu ajoutes peut être la ceinture de Kuiper, cette zone de corps glacé qui commence après Neptune, vers 30 unités astronomiques du Soleil. Pluton est là, dedans. New Horizons l'a survolé en juillet 2015. Magnifique. Et puis Arrokoth, cet objet en forme de bonhomme de neige à environ 44 unités astronomiques, visité par la même sonde en janvier 2019. La ceinture de Kuiper s'étend jusqu'à peu être 50 unités astronomiques. Voilà, le système solaire, fin. Sauf que non. Une unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil, 149 millions de kilomètres en gros. Neptune est à 30 unités astronomiques. La ceinture de Kuiper s'arrête aux alentours de 50 unités astronomiques. D'accord. Le nuage d'Oort commence, selon les estimations les plus conservatrices, à 2 à 1000 unités astronomiques du Soleil. Tu vois le saut ? 50, 2000. On ne parle pas d'un facteur 2, on parle d'un facteur 40. Et son bord extérieur, 100 000 unités astronomiques. 100 000. Certains modèles vont jusqu'à 200 000 unités astronomiques. Mais attends, je veux pas que tu avales ce chiffre comme ça, je veux que tu le ressentes. Voyager 1, elle a été lancée le 5 septembre 1977, ça fait presque 50 ans qu'elle vole. Elle est l'objet fabriqué par l'humanité qui se trouve le plus loin de nous en ce moment. Là, pendant que tu regardes cette vidéo. Et elle file à environ 10 à 7 km par seconde. 17, c'est pas une métaphore, c'est réel. 17 km chaque seconde. Tu claques des doigts, elle a avancé de 10 à 7 km. Aujourd'hui, elle est à environ 23 milliards de kilomètres du Soleil, ce qui représente environ 158 unités astronomiques. 158, elle est largement au-delà de Neptune, elle est au-delà de la ceinture de Kuiper. Elle a traversé la zone que l'humanité appelle la pause héliosphérique, l'endroit où le vent solaire s'arrête, où l'influence magnétique du Soleil cède la place au milieu interstellaire. Ça, c'était en août 2012, à 121 unités astronomiques. Les scientifiques de la NASA ont mis plusieurs mois à confirmer qu'elle avait réellement franchi cette limite. Là, on a dit, voilà, Voyager est dans l'espace interstellaire, sauf que elle n'a pas encore atteint le nuage de Oort. À 10 à 7 km par seconde, Voyager 1 mettra environ 3 à 100 ans pour atteindre le bord intérieur du nuage d'Oort, et environ 30 000 ans pour le traverser entièrement. 30 000 ans, l'objet le plus rapide que l'humanité ait jamais construit. 50 ans de voyage déjà accomplis. Et il lui reste 30 000 ans devant lui, rien que pour traverser cette région que nous appelons notre système solaire. Est-ce que ça te semble logique ? Parce que moi, au début, non. Vraiment pas. Alors, qui a imaginé tout ça ? Et pourquoi est-ce qu'on y croit si on ne l'a jamais vu ? Tout commence avec un astronome néerlandais, Jan Oort. En 1950, il publie un papier qui va littéralement redéfinir la géographie du système solaire. Et son point de départ, c'est une question simple, d'où viennent les comètes à longue période ? Tu sais, les comètes, ces objets glacés avec leur queue lumineuse. Certaines reviennent tous les quelques décennies, la comète de Halley par exemple revient tous les 75 à 76 ans environ. Elle est dans la ceinture de Kuiper et le disque de dispersion, mais d'autres comètes, elles, arrivent de nulle part. Elles plongent vers le Soleil, font leur tour et repartent. Avec des périodes orbitales de plusieurs milliers, voire plusieurs millions d'années, et surtout, elles arrivent de n'importe quelle direction. Pas seulement du plan de l'écliptique, le plan dans lequel orbitent les planètes. Elles arrivent d'en haut, d'en bas, de partout.
Oh regarde ça et il dit il doit exister un réservoir sphérique enveloppant le système solaire dans toutes les directions, peuplé de corps glacés en dormance. Et quand quelque chose les perturbe une étoile passante, les marées gravitationnelles de la Voie lactée, certains de ces corps basculent vers l'intérieur et deviennent des comètes. C'est brillant, et ça tient la route depuis 75 ans. Mais voilà ce que j'ai réalisé en creusant le sujet. Cette théorie repose entièrement sur des déductions, sur des trajectoires calculées à rebours. Oort n'avait pas de télescope capable de voir le nuage. Il avait des comètes qui arrivaient et des équations qui pointaient vers cette direction. C'est comme reconstituer l'existence d'un continent entier à partir des objets qui en dérivent et flottent jusqu'à tes côtes. Et ce n'est pas un défaut de la théorie, c'est au contraire vertigineux, parce que ça veut dire que nous connaissons la forme d'une chose que nous n'avons jamais vue grâce à ces fantômes. Alors, parlons des fantômes. En 2003, un astronome du nom de Michael Brown, le même qui allait plus tard tuer Pluton en découvrant Eris, et son équipe découvre un objet étrange, très étrange. Il s'appelle Sedna. Et Sedna ne rentre dans aucune case. Son orbite est complètement aberrante. Son point le plus proche du Soleil, son périhélie, est à 76 unités astronomiques. 76, c'est déjà bien au-delà de Neptune. Mais son point le plus éloigné, son aphélie, est à 937 unités astronomiques. Et sa période orbitale, 11 400 ans. Il fait le tour du Soleil en 11 400 ans. En ce moment, pendant qu'on parle, Sedna est là, quelque part dans le noir, et il en est à peu être un quart de son voyage. Un humain qui naîtrait au moment où Sedna est au plus proche du Soleil, et dont la lignée descendante, sans interruption, regarderait le ciel, ses arrière-petits-enfants sur plusieurs centaines de générations pourraient voir Sedna revenir. Mais voilà ce qui rend Sedna vraiment troublant. Il est trop proche pour appartenir au nuage d'Oort classique, il est trop loin, trop excentrique pour appartenir à la ceinture de Kuiper ou au disque de dispersion. Il est dans une zone que personne n'avait prévue, certains l'appellent le nuage d'Oort intérieur, d'autres le nuage de Hills du nom de Jack Hills qui avait prédit l'existence d'une région intérieure dès 1981. Et en 2014, une deuxième découverte du même genre, 2012 VP 113, surnommée Biden parce que ses initiales sont VP. Même profil. Même zone impossible. Même question sans réponse. Qu'est-ce qui se passe là-bas pour que des objets aient ces orbites-là ? Parce qu'une orbite pareille, ça ne se forme pas tout seul. Quelque chose a dû sculpter ça. Quelque chose de massif. Tu vois où je veux en venir ? Posons les choses clairement. Quand on essaye de comprendre la formation du nuage d'Oort, on revient toujours à la même histoire, les planètes géantes. Au début du système solaire, il y a 4 milliards et demi d'années, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune gravitaient plus près du Soleil que maintenant. Et autour d'eux, il y avait des millions non, des milliards de petits corps glacés, des planétésimaux, qui orbitaient dans le disque protoplanétaire. Et ces géantes, en se formant, ont littéralement éjecté ces corps, comme une fronde. Jupiter en a envoyé certains vers les étoiles. D'autres, moins violemment perturbés, ont été projetés dans des orbites très allongées, très lointaines, trop liées gravitationnellement au Soleil pour s'en aller complètement, trop loin pour être fortement perturbés à chaque passage. C'est là qu'ils sont restés, pendant 4 milliards et demi d'années, dans le froid, dans le noir, à une température d'environ moins 260 degrés Celsius, à quelques degrés seulement du zéro absolu. Le nuage d'Oort serait donc une sorte d'archive, un cimetière vivant des matériaux originels du système solaire. Les comètes qui en proviennent arrivent jusqu'à nous quasi intactes depuis la naissance du Soleil. Quand une comète à longue période plonge vers le Soleil et commence à dégager de la vapeur et de la poussière, ces matières n'ont pas bougé depuis 4 milliards et demi d'années. On analyse une capsule temporelle cosmique. La comète Hale-Bopp, visible à l'œil nu en 1997, avait une période orbitale d'environ 2500 ans. Son dernier passage, au temps des grandes pyramides d'Égypte, à peu près. Avant ça, à une époque où les humains en étaient encore à la préhistoire. Ces molécules de glace dans sa queue avaient voyagé depuis l'aube du système solaire, traversé des milliers d'années dans le vide absolu, et sont arrivées dans notre ciel pendant qu'on regardait en l'air, bouche ouverte. Mais c'est pas tout. Parce que là, les choses deviennent vraiment étranges. Si le nuage d'Oort était simplement un réservoir stable, une boîte fermée, on n'aurait pas grand-chose à se dire, les objets resteraient là, point. Mais c'est pas ce qui se passe. Le nuage d'Oort est constamment perturbé, et les perturbateurs sont de deux types. D'abord, les étoiles. Quand une étoile passe à proximité relative du Soleil, et relative ici, veut dire dans un rayon de quelques années-lumière, sa gravitation agit comme une bille dans un bocal plein de billes. Elle déplace des milliers, peut être des millions d'objets. Certains sont éjectés du système solaire définitivement, d'autres sont déviés vers l'intérieur et deviennent des comètes. Cette perturbation se produit régulièrement à l'échelle des temps géologiques. Ensuite, il y a quelque chose de bien plus grand, les marées galactiques. La Voie lactée elle-même déforme le nuage d'Oort.
Le disque galactique, avec toute sa masse concentrée, exerce une force de marée sur le système solaire. Un peu comme la Lune déforme les océans terrestres, le disque galactique tord légèrement les orbites des objets les plus éloignés du Soleil, et cette déformation est suffisante pour précipiter certains d'entre eux vers l'intérieur. Autrement dit, les comètes qui arrivent dans notre ciel ne viennent pas juste de loin, elles viennent d'un endroit où l'influence de la Voie lactée tout entière est perceptible. Là où notre étoile n'est plus vraiment chez elle. Là où elle commence à sentir qu'elle est une étoile parmi 200 milliards d'autres dans la galaxie. Corrige-moi si je me trompe, mais je trouve ça vertigineux. On regarde une comète en levant les yeux vers le ciel et on est en train de regarder un objet qui a été mis en mouvement par la force gravitationnelle de la galaxie entière. Et puis il y a ça. En 2017, quelque chose d'imprévu traverse le système solaire, un objet détecté par le télescope Pan-STARRS à Hawaï, longue, rougeâtre, avec un rapport longueur-largeur d'environ 10:1, une forme absolument anormale pour un astéroïde ou une comète. Sa trajectoire est hyperbolique, ce qui signifie qu'il ne vient pas du système solaire, il vient d'ailleurs d'une autre étoile. On l'appelle Oumuamua, qui signifie en hawaïen « messager venu de loin en éclaireur ». Et il repart aussi vite qu'il est venu, avec une accélération légèrement supérieure à ce que la seule gravité du Soleil peut expliquer. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que Oumuamua n'est pas seul. En 2019, une deuxième visite interstellaire est confirmée. La comète Borisov, 2019 Q4, découverte par l'astronome amateur Gennady Borisov. Celle-là, au moins, ressemble à une comète normale. Elle dégage des gaz. Elle a une queue. Elle est clairement interstellaire et clairement similaire à nos comètes locales. Et voilà le lien, ces visiteurs viennent d'ailleurs, oui, mais pour qu'il y ait des visiteurs chez nous, il faut que nous ayons, nous aussi, des éjecteurs. Des endroits dans notre propre système solaire où des objets sont projetés vers les autres étoiles. Le nuage d'Oort est précisément un tel endroit. Nos propres objets oortiens, perturbés par les étoiles ou les marées galactiques, partent parfois dans l'espace interstellaire et deviennent des Oumuamua pour d'autres systèmes planétaires à des milliers d'années-lumière d'ici. Ce qui veut dire, et je veux que tu prennes un instant là-dessus, que le nuage d'Oort n'est pas seulement la frontière de notre système solaire, c'est aussi le point de départ d'une migration cosmique. Notre système solaire envoie des ambassadeurs dans l'univers depuis 4 milliards et demi d'années. Et d'autres systèmes en font autant. Nos nuages d'Oort respectifs se chevauchent peut-être, échangent peut-être des objets. Peut-être que la comète qui illuminera notre ciel dans 10 à 1000 ans a déjà orbité autour d'une autre étoile. Revenons à la question de l'échelle. Parce que je veux aller au bout de ce vertige. On a dit que le bord extérieur du nuage d'Oort se trouve à environ 100 à 1000 unités astronomiques du Soleil. Certains modèles poussent jusqu'à 200 000. Alpha du Centaure, le système stellaire le plus proche de nous, est à environ 268 000 unités astronomiques. Laisse ça rentrer. Le bord extérieur du nuage d'Oort est à la moitié de la distance qui nous sépare de l'étoile voisine. La moitié. Autrement dit, si le Soleil et Alpha du Centaure étaient deux villes séparées par 100 km, notre nuage d'Oort s'étendrait jusqu'à 50 km de chez nous. Et il est probable, pas certain, probable que le système Alpha du Centaure possède son propre nuage d'Oort, et que ces deux nuages se chevauchent. Qu'entre nos deux systèmes, il existe une zone où les objets glacés des deux étoiles coexistent, se croisent, se mélangent peut-être. Ça veut dire que la notion même de notre système solaire est floue à cette échelle. Là-dedans, à 200 000 unités astronomiques, est-ce qu'un objet appartient à notre Soleil ou à Alpha du Centaure? La réponse honnête, on ne sait pas toujours. Et cette réponse, certains astrophysiciens la trouvent magnifique, d'autres la trouvent profondément dérangeante. Moi, les deux. Maintenant, j'ai besoin de te parler de la planète 9, parce que Sedna ne s'explique pas tout seul. Et 2012 VP 113 non plus. Et quand les astronomes ont commencé à regarder l'ensemble des objets extrêmes dans le disque de dispersion lointain, ceux qui ont des orbites particulièrement allongées, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Ces orbites ne sont pas distribuées au hasard, elles pointent toutes grossièrement dans la même direction. En 2016, les astronomes Konstantin Batygin et Michael Brown publient un article dans le journal Astronomical Journal. Leur conclusion, la seule façon d'expliquer ce regroupement orbital, c'est l'existence d'un objet massif non encore détecté dans les régions extérieures du système solaire. Quelque chose de la taille de Neptune, peut-être orbitant à plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'unités astronomiques. La planète 9. Depuis 10 ans, les astronomes cherchent. Le télescope Subaru au Japon, le futur observatoire Vera Rubin en Chili, inauguré en 2025, dont le grand relevé céleste LSST devrait cartographier le ciel austral avec une précision sans précédent. Des modèles computationnels tournent nuit et jour, on cherche un point de lumière qui bouge légèrement par rapport aux étoiles de fond. Un point de lumière a des milliers d'unités astronomiques si loin qu'il réfléchit à peine la lumière du Soleil. Elle n'a pas encore été trouvée, et certains chercheurs commencent à se demander si elle existe vraiment,
Ou, si la concentration orbitale observée n'est qu'un biais d'observation, c'est à dire qu'on cherche des objets dans certaines directions, donc on en trouve plus dans ces directions. Mais voilà le détail que je ne peux pas laisser passer. Si la planète 9 existe, avec la masse et l'orbite estimées, elle passerait une partie de son temps dans le nuage d'Oort intérieur. Elle serait littéralement une planète de la frontière. Une planète que nous n'avons jamais vue, dans une région que nous ne pouvons pas observer, à l'extrémité d'un système solaire dont on commence à peine à comprendre les limites. Est-ce que ça te semble possible qu'une planète, une vraie planète, se cache là, dehors depuis 4 milliards et demi d'années, sans qu'on le sache? Voilà, on arrive au moment délicat. La théorie standard, et elle est vraiment solide, vraiment bien construite, dit que le nuage d'Oort s'est formé à partir des planétésimaux éjectés par les planètes géantes en migration. Le modèle de Nice, développé au début des années 2 à 1000 par une équipe d'astronomes dont Rodney Gomes, Hal Levison, Alessandro Morbidelli et Cléoménis Tsiganis, explique, avec une précision surprenante, plusieurs caractéristiques du système solaire extérieur. La réorganisation orbitale de Jupiter et Saturne aurait déclenché un chaos gravitationnel qui a façonné la ceinture de Kuiper, le disque de dispersion, et peuplé le nuage d'Oort. Ce modèle tient. Et ça, c'est la fausse solution. Non pas parce qu'il est faux, il est probablement correct dans ses grandes lignes, mais parce qu'il laisse quelque chose d'inexpliqué. Sedna. Sedna est trop proche. 76 unités astronomiques au périhélie. Aucune perturbation par Neptune ne peut expliquer une orbite pareille. Neptune n'a d'influence gravitationnelle significative que jusqu'à environ 30 unités astronomiques. Quelque chose d'autre a mis Sedna là. Quelque chose d'autre a sculpté cette orbite bizarre, isolée, qui ne ressemble à rien de connu. Et la réponse la plus populaire, pas la plus certaine, la plus populaire, c'est que le Soleil est né dans un amas stellaire, pas seul, entouré de centaines ou de milliers d'autres étoiles formées à peu près en même temps, dans le même nuage moléculaire. Et dans cet amas dense, les étoiles voisines passaient assez près les unes des autres pour s'influencer gravitationnellement. Une étoile passant à quelques centaines ou quelques milliers d'unités astronomiques aurait pu placer Sedna là où il est. Si c'est vrai, et c'est une hypothèse sérieuse, pas de la science-fiction, alors une partie du nuage d'Oort a été façonnée par des étoiles qui n'existent plus dans notre voisinage. Des étoiles, sœurs du Soleil, nées en même temps que lui, qui ont contribué à construire notre système solaire et sont reparties depuis. On a perdu leurs traces depuis des milliards d'années. On a perdu de vue les architectes. En 2021, une équipe du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics publie des simulations numériques montrant que le nuage d'Oort perd des objets bien plus vite que ce qu'on pensait. Les marées galactiques et les perturbations stellaires projettent des objets vers l'intérieur, certes, mais aussi vers l'extérieur. L'espace interstellaire et le taux de perte est suffisamment élevé pour que le nuage d'Oort tel que nous le connaissons soit significativement appauvri par rapport à ce qu'il était à la naissance du système solaire. Ce qui soulève une question inconfortable. Si on remonte le temps, combien de corps le nuage d'Oort contenait-il à l'origine? Certaines estimations parlent d'une masse totale de plusieurs fois la masse de la Terre, d'autres sont plus modestes. Mais la réalité est que nous n'avons aucun moyen direct de le mesurer aujourd'hui, et encore moins de savoir ce qu'il y avait là il y a 4 milliards d'années. Et en 2023, une autre étude publiée dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society propose un résultat encore plus dérangeant. En modélisant avec précision les interactions entre le nuage d'Oort et le disque galactique, les chercheurs montrent que la distribution des comètes à longue période que nous observons ne correspond pas exactement à ce que les modèles standards prédisent. Il manque des comètes dans certaines tranches de période orbitale, il y en a trop dans d'autres. Soit notre modèle de formation est incomplet, soit notre modèle de perturbation est incomplet. Soit, et c'est la possibilité que personne ne veut vraiment ouvrir la structure interne du nuage d'Oort, est différente de ce qu'on suppose. Cette découverte a forcé les astronomes à tout reconsidérer, pas à tout jeter, à reconsidérer. Nuance importante. Parlons maintenant de ce que la science ne sait pas, et je veux être précis là, dessus, parce que c'est ici que c'est le plus honnête. Première chose inconnue, la masse totale du nuage d'Oort. Les estimations varient entre quelques fois la masse de la Terre et plusieurs dizaines de fois la masse de la Terre. C'est un facteur 10 d'incertitude sur la masse d'une région entière de notre propre système solaire. Deuxième chose inconnue, le nombre d'objets. On parle de 1000 milliards à plusieurs milliers de milliards de corps. La fourchette est énorme et pour les objets plus petits que quelques kilomètres, on n'a littéralement aucune contrainte observationnelle directe. Troisième chose inconnue, la frontière intérieure exacte. On place le bord intérieur entre 2 à 1000 et 5 à 1000 unités astronomiques, mais est-ce qu'il y a une frontière nette? Peut-être pas. Peut-être que le disque de dispersion et le nuage d'Oort intérieur se fondent l'un dans l'autre sans limite claire, comme deux océans qui se rejoignent. Quatrième chose inconnue, et c'est celle qui me tient le plus éveillée, si un objet de la taille d'une planète se cache dans le nuage d'Oort intérieur, il pourrait expliquer Sedna, 2012 VP113, et le regroupement orbital des objets extrêmes. Il pourrait avoir une masse de 5 à 20 fois celle de la Terre,
Il serait si loin et si froid qu'il réfléchirait à peine la lumière du soleil. On ne l'aurait pas vu parce qu'on ne regarde pas encore assez fort, assez loin, assez longtemps. L'observatoire Vera-Rubin, le télescope spatial Nancy-Grèce Romane prévu pour 2027 et des projets de prochaine génération comme le futur Extremely Large Telescope en cours de construction dans les Andes chiliennes, ces instruments changent la donne. Ils vont pousser notre capacité à détecter des objets faibles dans le ciel à des niveaux inédits. Dans les 10 à 20 prochaines années, on va soit trouver la planète 9, soit l'écarter définitivement. Et dans les deux cas, les conséquences pour notre compréhension du nuage d'Oort seront considérables. La frontière de la connaissance est instable là, elle vibre, elle est sur le point de bouger. Alors laisse-moi te poser la vraie question, pas la question scientifique, la question existentielle. Si le bord du nuage d'Oort est à 100 à 1000 unités astronomiques du Soleil, si cela représente la moitié de la distance vers Alpha du Centaure, si d'autres étoiles ont probablement leur propre nuage de même type, alors où s'arrête le système solaire, vraiment ? La réponse propre, la réponse de manuel scolaire, c'est là où l'attraction gravitationnelle du Soleil n'est plus dominante par rapport à celle de la galaxie, là où un objet n'est plus lié au Soleil, c'est ce qu'on appelle la sphère de Hill solaire, et elle se trouve à environ 116 000 unités astronomiques, environ 1 an-lumière. Mais même cette réponse-là est trop simple, parce que les objets du nuage d'Oort ne suivent pas des orbites simples et stables. Ils sont constamment sous l'influence de plusieurs corps en même temps, le Soleil, les planètes géantes lointaines, les étoiles voisines, la galaxie. Un objet au bord du nuage d'Oort est littéralement dans un état gravitationnel ambigu. Il appartient à notre système solaire jusqu'à ce qu'une perturbation décide qu'il n'y appartient plus. La frontière du système solaire n'est pas une ligne, c'est un état dynamique, une membrane perméable, une zone de négociation permanente entre l'influence de notre étoile et le reste de l'univers. Et ça change tout. Parce que si la frontière est floue, si nos objets partent dans l'espace interstellaire et que des objets d'autres étoiles arrivent chez nous, Oumuamua, Borisov, et combien d'autres qu'on n'a pas encore détectés. Alors l'idée même d'appartenir à un système solaire est une approximation, une convention utile, pas une vérité absolue. On a grandi avec cette image du système solaire comme une île, le soleil au centre, les planètes autour, le vide tout autour, propre, fermé, isolé. Mais c'est pas ça, c'est un écosystème pénétrable, un écosystème en échange permanent avec ses voisins, avec la galaxie, avec l'univers, des matériaux circulent. Des planétésimaux voyagent pendant des millions d'années et traversent les frontières sans passeport. Le nuage d'Oort n'est pas un mur, c'est une zone de transit. Et voilà ce que ça implique. Les molécules organiques que transportent les comètes, et on en a trouvé dans plusieurs, des acides aminés dans la comète Wild, 2 analysés par la mission Stardust de la NASA en 2006, des précurseurs organiques complexes dans les données de la mission Rosetta de l'ESA autour de la comète Chury entre 2014 et 2016, ces molécules ont voyagé depuis des milliards d'années, et elles n'ont peut-être pas commencé leur voyage dans notre système solaire. Peut-être que certaines des briques chimiques de la vie sur Terre sont arrivées ici depuis une autre étoile. Peut-être que le nuage d'Oort en a reçu d'autres systèmes et en a transmis les nôtres vers d'autres planètes en formation. Peut-être que la vie, si elle existe ailleurs, n'est pas juste ailleurs. Elle est en contact chimique avec nous depuis l'origine. Je sais, c'est une hypothèse, je te dis pas que c'est prouvé, mais c'est une hypothèse sérieuse, discutée dans des revues sérieuses, par des chercheurs sérieux, et je te défie de la trouver inintéressante. Il y a une dernière chose que j'ai du mal à mettre de côté depuis que j'ai commencé à préparer cette vidéo. Voyager 1 est en route, elle vole, elle envoie encore des signaux qui mettent 22 heures à nous parvenir à la vitesse de la lumière depuis 158 unités astronomiques. Ces instruments, alimentés par un générateur thermoélectrique à radioisotope, faiblissent d'année en année. Les ingénieurs de la NASA ont dû éteindre des systèmes progressivement pour conserver l'énergie. On estime que ces instruments scientifiques cesseront de fonctionner vers 2025 ou 2026. Elle continuera de voler en silence, sans nous parler. Dans 3 à 100 ans, elle atteindra le bord intérieur du nuage d'Oort. Dans 30 000 ans, elle en sortira. Aucun être humain vivant aujourd'hui ne verra ça. Aucun être humain né dans les 10 prochaines générations ne verra ça. C'est une bouteille à la mer jetée dans un océan si vaste que la notion même d'attente perd son sens. Et pourtant, elle porte une plaque en or anodisée sur laquelle sont gravés un homme et une femme, la position du soleil par rapport à 14 pulsars et un schéma de la molécule d'hydrogène. Un message à quiconque pourrait la trouver dans 100 à 1000 ans, dans 1 million d'années. Quelque part dans l'équipe de la NASA en 1972, quand Carl Sagan a proposé cette plaque, quelqu'un a dit oui. Quelqu'un a accepté l'idée que ça avait un sens d'envoyer un message que personne ne verrait probablement jamais, que l'acte lui-même avait de la valeur. Et cette plaque va traverser le nuage d'Oort, va passer à travers les milliers de milliards de corps glacés qui constituent l'archive la plus ancienne de notre système solaire, va sortir de l'autre côté, va flotter dans l'espace interstellaire pendant plus longtemps que l'âge actuel du Soleil.
Voilà la vraie frontière du système solaire, pas une ligne, pas une distance, pas une équation. C'est le moment où quelque chose de nous part sans retour et continue quand même. Alors, la prochaine fois que tu regardes le ciel la nuit et que tu cherches les planètes, les étoiles, les traînées des satellites, souviens-toi de ça. Là où tu vois du noir, là où tu ne vois rien, à des distances que ta vie entière ne suffirait pas à parcourir, il y a des milliards de corps glacés qui orbitent en silence, des archives de 4 milliards et demi d'années, une membrane perméable entre notre étoile et l'univers, une frontière qui n'est pas une frontière. Le système solaire ne s'arrête pas là où tu pensais. Il ne s'arrête peut-être pas du tout.